Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours dimanche 13 février 2022. Je continue la lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant et l'idéalisme allemand. Et plutôt sur la fin de ce chapitre, dans le petit encart qu'il a réservé à Hegel. En fait, ça a été, voilà, la plus grande partie, c'était consacré à Emmanuel Kant, et à la fin, il a gardé une petite partie pour Hegel, qui me semble pourtant être le philosophe le plus important du 19e siècle de, et peut-être des, depuis Platon. Euh, alors je vais reprendre la lecture et commenter éventuellement, faire voilà, des digressions de temps en temps par rapport à ce que je lis. Voilà. Donc, je reprends un peu au-dessus. Les grands hommes ne sont pas tant les procréateurs que les accoucheurs de l'avenir, pense Hegel. Ce qu'ils apportent est adopté par le Zeitgeist, l'esprit du siècle. Le génie ne fait qu'ajouter une pierre à l'édifice, comme d'autres l'ont fait. La sienne semble avoir l'heureuse chance d'arriver la dernière, et quand il la dépose, la voûte tient toute seule. Voilà, j'ai déjà commenté dans, le, dans la vidéo précédente cette partie-là. De telles personnalités n'avaient nullement conscience de l'idée générale qu'elles révélaient, mais elles avaient une certaine préscience des besoins de l'époque qui était mûre pour le progrès. Voilà, c'est ça. C'est la société, aujourd'hui, à mon sens, elle est mûre pour comprendre justement ce que je développe sur la mécanique universelle. L'idée que je développe sur la mécanique universelle, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, son ultime perfection, c'est-à-dire euh, la maîtrise parfaite de son comportement, l'homme n'étant plus alors à ce moment-là un loup pour l'homme, la maîtrise parfaite de son environnement, c'est-à-dire plus du tout d'impact négatif sur l'environnement, une énergie parfaite, propre, renouvelable, euh, voilà, un système social parfait où il n'y a plus du tout de tension entre les êtres humains. Voilà. On- c'est un passage que je n'ai jamais vraiment travaillé. Ça mériterait un chapitre entier et vraisemblablement je le ferai à un certain moment. D'essayer d'imaginer ce que peut être cette humanité finalisée, où l'humain accompli pourra vivre son existence. Voilà, qui était mûr pour le progrès. Cette idée était la vérité même pour leur temps, pour leur monde, l'espèce la plus proche à venir et qui était déjà formée dans le sein du temps. Une telle philosophie de l'histoire semble devoir entraîner des conséquences révolutionnaires. Le procédé dialectique fait du changement le principe cardinal de la vie, et c'est ce que je pense. Aucune condition des choses n'est permanente. Il y a partout une contradiction que seul le conflit des opposés peut résoudre. La loi la plus haute de la politique est par conséquent la liberté, c'est ce que je pense aussi, mais qu'elle a besoin d'être accompagnée à présent de l'égalité. Pendant un siècle, le siècle dernier, l'égalité s'est battue contre la liberté, le communisme contre le capitalisme, selon le principe justement bien compris par Hegel, pour accoucher de la victoire du libéralisme, mais qui doit accoucher de quelque chose de plus important que le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est le moment
juste après la victoire. Comme dans la nature, quand un primate, quand un prétendant primate euh, renverse le dominant, l'ancien dominant, il va rentrer dans un état de toute puissance qui dure quelque temps, quoi, hein, cet état-là. Et jusqu'au moment où il prend ensuite son rôle clairement de dominant, mais en réintégrant le, l'ancien dominant qui a été écarté. Voilà. Et à partir de là, ils peuvent travailler en commun sur quelque chose. Et là, ça sera pareil. Les idées, certaines idées, grandes idées du communisme, devront s'amalgamer avec l'idée du libéralisme pour donner un système symbiotique universel. C'est mon point de vue. Porte ouverte au changement. L'histoire et le développement de la liberté et l'État est, ou devrait être, la liberté organisée. C'est ce qui se passe plus ou moins. On tend de toute manière vers cela. Voilà, les dictatures s'éloignent. C'est difficile parce que dans ces grands bouleversements, dans ces moments de grands bouleversements, il y a des retours en arrière. Ça fait peur à une partie de la population, la partie apte à être réactionnaire, qui refuse l'évolution. Ce qui donne le moment un peu particulier que nous vivons, avec des retours nationalistes, etc. Voilà, mais c'est un moment simplement qui sera dépassé. D'autre part, la doctrine du réel rationnel a une couleur conservatrice. Toute condition, bien que destinée à disparaître, jouit du droit divin qui lui appartient en tant qu'étape nécessaire de l'évolution. Dans un certain sens, c'est une vérité brutale que tout ce qui est bien. Bien sûr, c'est exactement ce que je pense. C'est ce que je développe dans ma théorie. C'est hallucinant de prendre conscience parce que je découvre en même temps la lecture, je découvre et Hegel et ce que je suis en train de lire. Et c'est exactement ce que j'ai écrit sur la mécanique universelle. Dès le début, ça m'a paru complètement évident. Et surtout après avoir fait l'expérience de l'extase, l'idée que tout ce qui est parfait, que ce qui doit arriver, c'était exactement ce qui devait arriver. Et c'est extrêmement réconfortant en fait, parce j'ai vraiment le sentiment là de voir que ma philosophie est bien inscrite dans une lignée logique de l'évolution de la pensée philosophique. Elle a sa place, voilà, et sa place, elle sera éclairée dans quelques temps, parce qu'elle est un peu visionnaire, voilà. Et comme l'unité est l'idéal du développement, l'ordre est la première condition de la liberté. Si Hegel, dans ses dernières années, céda aux tendances conservatrices de sa philosophie plutôt qu'à sa tendance radicale, c'est en partie parce que l'esprit de l'époque, pour employer son expression historique, était las de changement. Voilà, c'est ça, il y a un moment réactionnaire. C'est hallucinant parce que je découvre là, mais ça dit exactement ce que je pense, ce que j'écris depuis très longtemps. La brutalité, je dis plutôt, quand le changement est trop rapide, comme en ce moment, voilà, il y a eu une sorte de grosse accélération de l'humanité, avec MeToo, avec le mariage pour tous, etc. Un tas de bouleversements, d'évolutions qui sont nécessaires, mais qui ont déstabilisé le monde qui ne peut pas admettre aussi rapidement ces choses-là. Alors, ça commence à être admis. On voit que l'ensemble de la société conduit les gens à accepter des choses que, par exemple, voilà, le racisme, il est encore extrêmement prédominant, mais il y a quelques jours,
ou quelques heures, je ne me souviens plus, j'ai vu une publicité de Castorama ou de voilà un magasin comme ça où c'est un couple mixte qui s'embrasse et puis le moment d'après c'est un couple mixte gay, etc. Voilà, donc tout ça c'est en train de vraiment rentrer dans les mœurs et le travail se fait progressivement, tranquillement et rien ne pourra l'arrêter. Mais ça entraîne une réaction. Et donc, voilà les nouveaux arrivants sur la scène politique, là, ceux qui se sont engagés pour se faire élire dernièrement, ce sont les voix, les porte-voix de ce monde un peu, de ce monde réactionnaire qui trouve que ça va trop vite, voilà, et qui a comme rôle de freiner les moments d'accélération trop rapides. C'est cette lutte entre le réactionnaire et l'hyper-progressiste, celui qui veut aller trop vite dans la progression, et le réactionnaire vient pour freiner, inconsciemment, hein, mais il vient pour freiner cette évolution. Quoi qu'il arrive, l'évolution, ça ira toujours vers plus de liberté, et donc vers plus de mixité, vers moins de racisme, etc. Voilà, toutes ces choses-là vont progresser, il n'y a aucun problème. Mais il faut des mouvements qui freinent cette évolution parfois. Après la Révolution de 1830, il écrivit « En définitive, après 40 ans de guerre et d'inexprimables désordres, un vieux cœur peut se réjouir de voir la fin de tout cela et le commencement d'une période de paisible satisfaction. Ce n'était pas tout à fait dans l'ordre que le philosophe, champion de la dialectique de croissance, devint l'apologiste de la satisfaction. Mais à 60 ans, un homme a le droit de demander la paix. Toutefois, les contradictions de la pensée chez Hegel étaient trop profondes pour enfanter la paix, et au cours de la génération suivante, ses disciples se divisèrent en hégéliens de droite et en hégéliens de gauche, exactement ce que j'ai pensé dans la vidéo précédente, exactement ça. Il a engendré un même courant qui avait tout compris, comme la société humaine ne pouvait pas le prendre tel quel, et adopter sa vision de l'évolution de l'esprit vers l'esprit supérieur, vers la perfection en somme, et donc adapter cette forme d'évolution à l'évolution de l'humanité, l'évolution qu'avait réfléchi Hegel pour l'esprit, l'adapter à l'évolution de l'humanité et dire ce que j'écris sur la mécanique universelle, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. C'était trop tôt pour imaginer cela et pour que ça soit efficace et viable. Donc il a fallu que ce grand courant Hegel, ce grand fleuve qu'a créé Hegel, se divise en deux branches, la branche de droite et la branche de gauche. Weiss et Fichte, son cadet, trouvèrent dans la théorie du rationnel une expression philosophique de la doctrine de la providence et la justification d'une politique d'autoritarisme. Feuerbach, Moletschott, Bauer et Marx revinrent au scepticisme et à la haute critique professée par Hegel dans sa jeunesse et développèrent la philosophie de l'histoire et une théorie de la lutte des classes qui conduisait par nécessité hegelienne à l'inévitable socialisme au lieu de l'absolu déterminant l'histoire par le Zeitgeist. Marx présenta le mouvement des masses et les formes économiques comme les causes constituantes de tout changement fondamental, que ce fût dans le monde des choses ou dans le domaine de la pensée. Hegel, le professeur impérial, avait couvé les œufs socialistes. C'est incroyable. Le vieux philosophe qualifia les radicaux de rêveurs
et prudemment fit disparaître ses premiers essais. Il se fit l'allié du gouvernement prussien, dans lequel il prônait la plus haute expression de l'absolu. Mais parce que c'est ça, la plus haute expression de l'absolu. Bien sûr que c'est ça la vérité. Il ne s'est pas réuni au gouvernement prussien, c'était pas pour se réunir au gouvernement prussien, c'est parce que la plus haute expression de l'absolu. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut viser. Et se baigna dans le soleil de ses faveurs académiques. Bon oui, peut-être il a profité à la fin de la générosité de celui qui l'a encensé, c'est possible. Et alors, pourquoi pas? C'était peut-être, après ce travail immense qu'il avait fait, il avait bien droit à des récompenses et un peu de repos. Ses ennemis l'appelèrent le philosophe officiel. Horreur de ça, parce que c'est une horreur de penser ça. Quand on... Voilà, il suffit d'écouter la vidéo que j'ai fait précédemment pour voir la puissance de la pensée de Hegel. Il commença à croire que le système hegelien faisait partie des lois du monde. Il oubliait que sa propre dialectique condamnait sa pensée à l'instabilité et à la ruine. Jamais la philosophie ne prit un ton plus arrogant et n'obtint plus d'honneurs royaux qu'au Berlin en 1830. Eh bien, je pense que c'était une erreur de penser comme ça. Elle n'est pas condamnée ni à aller à la ruine. Elle attendait simplement qu'on la prouvât. Voilà, que la mécanique universelle arrive. Hegel vieillit très vite au cours de ces heureuses années. Il devint aussi distrait qu'un génie de conte de fées. Il entra certains jours dans la salle de cours avec un seul soulier, ayant laissé l'autre dans la boue, sans s'en apercevoir. Et c'est exactement ce que je vis. J'ouvre mon téléphone pour appeler quelqu'un, je vois autre chose sur le téléphone et je pars sur complètement autre chose et puis d'un seul coup je me dis mais pourquoi j'ai pris ce téléphone? Enfin bref, j'oublie complètement les choses et ça se voit dans ma façon de parler. Je suis complètement à l'ouest. Mais le fond est là et il tient bon. Donc c'était pareil. Hegel, il rentrait avec une godasse à l'université, mais il rentrait et il faisait son cours. Lors de l'épidémie de choléra qui sévit à Berlin en 1831, son corps affaibli succomba, l'un des premiers à la contagion, le pauvre. Après un jour de maladie, il expira soudain dans son sommeil. De même que dans l'espace d'un an, on avait vu naître Napoléon, Beethoven et Hegel. De même, entre 1827 et 1832, l'Allemagne perdit Goethe, Hegel et Beethoven. C'était la fin d'une époque, le suprême et splendide effort du plus grand siècle de l'Allemagne. Et très certainement, on pourra remercier encore des siècles qui arrivent, cette philosophie allemande, qui a accouché de leurs contradicteurs, mais qui, à mon sens, est majeur. Ce siècle allemand-là, il est vraiment majeur. Je ne sais pas dans les autres pays ce qui s'est passé. En France, oui, mais je pense qu'on retrouve les mêmes, on retrouve les enfants de Hegel en France ou ailleurs. Je pense qu'il a rayonné sur le monde entier. Mais l'Allemagne, à ce moment-là, et avec les suivants, Schopenhauer, Nietzsche, etc., c'était une merveille. C'était l'époque où l'Allemagne était cette nation ouverte, accueillante, tolérante. Et c'est ce qui a fait la force de cette nation. Et c'est ce qui ferait la force de la France si elle veut bien revenir à cette sagesse.
c'est fondamental. La radicalité, la haine des communautés, de certaines communautés, c'est la meilleure façon de détruire un pays, de détruire une nation, de détruire toute la force d'une nation. Parce que ce qui est important dans une nation, c'est cette diversité. Si les États-Unis sont en haut de l'affiche, c'est leur diversité qui leur a permis ça. Si l'Allemagne était en haut de l'affiche à cette époque-là, c'était sa diversité qui a permis ça. Pareil pour la France, etc. Voilà. Donc je suis arrivé à la fin de ce chapitre consacré à Emmanuel Kant et qui se termine par Hegel. Voilà. Je pense que possiblement, je vais voir, mais il est possible que soit je continue sur ce livre, donc je prends Nietzsche à la fin par exemple, que je n'ai pas fait, je prends Platon, que je n'ai pas fait, le premier philosophe dont il parle, ou je prends Aristote, ou je prends Francis Bacon, je l'ai fait, je prends Spinoza peut-être, voilà, il est possible que je prenne Spinoza juste après. Et après j'aurais fait tous les... Non, il manquera Voltaire aussi, voilà, dans son ouvrage, dans cet ouvrage qu'a écrit Will Durand, que je remercie pour sa façon magistrale de simplifier ces grands auteurs, ces grands philosophes, et les mettre à la portée de quelqu'un comme moi qui n'est pas les moyens de comprendre, parce que je n'ai pas fait d'études, et je n'ai pas les moyens de comprendre. Je suis venu très tard sur cette philosophie-là. Voilà. Et c'est accidentellement que je suis venu à ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci de votre écoute.